de graves commotions mécaniques, de catastrophes de chemin de fer et d'autres accidents mettant la vie en danger, on voit survenir un état qui a été décrit depuis longtemps et a gardé le nom de névrose traumatique. La guerre effroyable qui vient de se terminer a provoqué un grand nombre d'affections de ce type. Au moins a-t-elle mis fin à la tentation de les ramener à une lésion organique du système nerveux produite par une violente action mécanique. Le tableau clinique de la névrose traumatique se rapproche de celui de l'hystérie par sa richesse en symptômes moteurs similaires. Mais en règle générale, il le dépasse par ses signes très prononcés de souffrance subjective, évoquant par là l'hypocondrie ou la mélancolie, et par les marques d'un affaiblissement et d'une perturbation bien plus généralisée des fonctions psychiques. Jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à comprendre pleinement ni les névroses de guerre, ni les névroses traumatiques du temps de paix. Dans les névroses de guerre, qu'il y ait ou non intervention d'une violence mécanique patente, on verra survenir un même tableau pathologique, et ce fait en un sens éclairant n'est pas sans apporter un nouvel embarras. Dans la névrose traumatique commune, deux traits saillants pourraient servir de point de départ à notre réflexion. Premièrement, ce qui semble peser le plus lourd dans son déterminisme, c'est le facteur surprise, l'effroi. Deuxièmement, si le sujet subit en même temps une lésion ou une blessure, ceci s'oppose en général à la survenue de la névrose. Effroi, peur, angoisse sont des termes qu'on a tort d'utiliser comme synonymes. Leur rapport au danger permet de bien les différencier. Le terme d'angoisse désigne un état caractérisé par l'attente du danger et la préparation à celui-ci, même s'il est inconnu. Le terme de peur suppose un objet défini dont on a peur. Quant au terme d'effroi, il désigne l'état qui survient quand on tombe dans une situation dangereuse, sans y être préparé. Il met l'accent sur le facteur surprise. Je ne crois pas que l'angoisse puisse engendrer une névrose traumatique. Il y a dans l'angoisse quelque chose qui protège contre l'effroi et donc aussi contre la névrose d'effroi. Nous reviendrons ultérieurement sur cette proposition. L'étude du rêve peut être tenue pour la voie la plus sûre dans l'exploration des processus psychiques et des profondeurs. Or, la vie onirique des névroses traumatiques se caractérise en ceci qu'elle ramène sans cesse le malade à la situation de son accident, situation dont il se réveille avec un nouvel effroi. C'est là un fait dont on ne s'étonne pas assez. On voit dans l'insistance de l'expérience traumatique, à faire retour même dans le sommeil du malade, une preuve de la force de l'impression qu'elle a produite. Le malade serait, pour ainsi dire, fixé psychiquement au traumatisme. De telles fixations à l'expérience qui a déclenché la maladie nous ont depuis longtemps connus dans l'hystérie. Breuer et Freud déclaraient en 1893 « Les hystériques souffrent en grande partie de réminiscences ». Dans les névroses de guerre également, des observateurs comme Ferenczi et Simmel ont pu expliquer nombre de symptômes moteurs par la fixation au moment du traumatisme. Et pourtant, à ma connaissance, les malades qui souffrent de névroses traumatiques ne s'occupent guère pendant la veille du souvenir de leur accident. Peut-être s'efforcent-ils plutôt de ne pas y penser, de n'y pas penser, admettre comment allant de soi que le rêve les replace pendant la nuit dans la situation pathogène, c'est méconnaître la nature du rêve. Il serait plus conforme à celle-ci que le rêve présente au malade des images du temps où il était bien portant ou des images de la guérison qu'il espère. Si nous ne voulons pas que les rêves de la névrose d'accident viennent bouleverser notre thèse de la tendance du rêve à accomplir le désir, il nous reste peut-être la ressource de dire que dans cette affection, la fonction du rêve, comme bien d'autres choses, est ébranlée et détournée de ses fins, à moins d'invoquer les énigmatiques tendances masochistes du moi. Je propose maintenant d'abandonner le thème obscur de la névrose traumatique et d'étudier le mode de travail de l'appareil psychique dans l'une de ses toutes premières activités normales, le jeu des enfants. Les différentes théories du jeu des enfants n'ont été que récemment reprises et appréciées du point de vue psychanalytique par Pfeffer dans un article d'Imago 1919, auquel je renvoie mes lecteurs. Les manifestations des pulsions érotiques de l'enfant dans le jeu. Ces théories s'efforcent de découvrir les mobiles du jeu des enfants, mais sans mettre au premier plan le point de vue économique, la considération du gain de plaisir,
Sans vouloir embrasser l'ensemble de ces phénomènes, j'ai profité d'une occasion qui s'offrait à moi pour expliquer, chez un petit garçon d'1 an et demi, le premier jeu qu'il ait inventé. Ce fut là plus qu'une observation hâtive, car je passais plusieurs semaines sous le même toit que l'enfant et ses parents, et il s'écoula un certain temps avant que cette activité énigmatique et sans cesse répétée me livrât son sens. L'enfant n'était nullement précoce dans son développement intellectuel. À l'âge d'1 an et demi, il ne pouvait dire que quelques mots compréhensibles. Il utilisait en outre un certain nombre de sons, offrant un sens intelligible pour l'entourage. Il était pourtant en bons termes avec ses parents et leur unique servante, et l'on louait son gentil caractère. Il ne dérangeait pas ses parents la nuit, il obéissait consciencieusement à l'interdiction de toucher toutes sortes d'objets et d'entrer dans certaines pièces, et surtout, il ne pleurait jamais quand sa mère l'abandonnait pendant des heures, bien qu'il fût tendrement attaché à cette mère qui ne l'avait pas seulement nourri elle-même, mais encore élevé et gardé sans aucune aide extérieure. Cependant, ce bon petit garçon avait l'habitude, qui pouvait être gênante, de jeter loin de lui, dans un coin de la pièce, sous le lit, tous les petits objets dont il pouvait se saisir, si bien qu'il n'était souvent pas facile de ramasser son attirail de jeu. En même temps, il émettait avec une expression d'intérêt et de satisfaction un haut fort et prolongé, qui, de l'avis commun de la mère et de l'observateur, n'était pas une interjection, mais signifiait partie, en allemand fort. Je remarquai finalement que c'était là un jeu et que l'enfant n'utilisait pour tous ses jouets que pour jouer avec eux à partie. Un jour, je fis une observation qui confirma ma façon de voir. L'enfant avait une bobine en bois avec une ficelle attachée autour. Il ne lui venait jamais, par exemple, l'idée de la traîner par terre, derrière lui, pour jouer à la voiture, mais il jetait avec une grande adresse la bobine que retenait la ficelle, par-dessus le rebord de son petit lit à rideaux, où elle disparaissait, tandis qu'il prononçait son ho riche de sens. Il retirait ensuite la bobine hors du lit en tirant la ficelle et saluait alors sa réapparition par un joyeux « voilà », en allemand « da ». Tel était donc le jeu complet. Disparition et retour. On n'en voyait en général que le premier acte qui était inlassablement répété pour lui, seul comme jeu, bien qu'il ne fût pas douteux que le plus grand plaisir s'attachât au deuxième acte. Cette interprétation fut pleinement confirmée par une observation ultérieure. Un jour où sa mère avait été absente pendant de longues heures, elle fut saluée à son retour par le message bébé oh, qui parut d'abord inintelligible, mais on ne tarda pas à s'apercevoir que l'enfant avait trouvé pendant sa longue solitude un moyen de se faire disparaître lui-même. Il avait découvert son image dans un miroir qui n'atteignait pas tout à fait le sol et s'était ensuite accroupi de sorte que son image dans le miroir était partie. L'interprétation du jeu ne présentait plus alors de difficultés. Le jeu était en rapport avec les importants résultats d'ordre culturel obtenus par l'enfant, avec le renoncement pulsionnel qu'il avait accompli, renoncement à la satisfaction de la pulsion. Pour permettre le départ de sa mère sans manifester d'opposition, il se dédommageait pour ainsi dire en mettant lui-même en scène, avec les objets qu'il pouvait saisir, le même disparition-retour. Il est bien sûr indifférent, pour juger de la valeur affective de ce jeu, de saisir si l'enfant l'avait lui-même inventé ou s'il se l'était approprié, après que quelque chose le lui ait suggéré. Nous porterons notre intérêt vers un autre point. Le départ de la mère n'a pas pu être agréable à l'enfant, ou même seulement lui être indifférent. Comment alors concilier avec le principe de plaisir le fait qu'il répète comme jeu cette expérience pénible? On voudra peut-être répondre que le départ devait être joué comme une condition préalable à la joie de la réapparition, et que c'est en celle-ci que réside le but véritable du jeu. Mais l'observation contredit cette façon de voir. Le premier acte, le départ, était mis en scène pour lui seul comme jeu, et même bien plus souvent que l'épisode entier, avec sa conclusion et le plaisir qu'elle procurait. L'analyse d'un exemple unique comme celui-ci ne permet pas de trancher avec assurance. À considérer les choses sans préjugés, on acquiert le sentiment que l'enfant a transformé son expérience en jeu pour un autre motif. Il était passif à la merci de l'événement, mais voici qu'en le répétant, aussi déplaisant qu'il soit comme jeu, il assume un rôle actif. Une telle tentative pourrait être mise au compte d'une pulsion d'emprise qui affirmerait son indépendance à l'égard du caractère plaisant ou déplaisant du souvenir. Mais l'on peut encore proposer une autre interprétation.
En rejetant l'objet pour qu'il soit parti, l'enfant pourrait satisfaire une impulsion réprimée dans sa vie quotidienne, à se venger de sa mère qui était partie loin de lui. Son action aurait alors une signification de bravade. Eh bien, pars donc, je n'ai pas besoin de toi, c'est moi qui t'envoie promener. Ce même enfant, dont j'avais observé le premier jeu à 1 an et demi, avait coutume, 1 an plus tard, de jeter à terre un jouet contre lequel il était en colère, en disant « Va-t'en à la guerre !» On lui avait raconté que son père absent était à la guerre et loin de regretter son père, il manifestait de la façon la plus évidente qu'il ne voulait pas être dérangé dans la possession exclusive de sa mère. Quand cet enfant eut 5 ans et 9 mois, sa mère mourut. Maintenant, elle était partie, pour de bon. Le petit ne manifesta aucun chagrin, traher. Il est vrai que dans l'intervalle, un deuxième enfant était né, éveillant en lui la jalousie la plus vive. Nous avons d'autres exemples d'enfants qui expriment des mouvements intérieurs hostiles de cet ordre en rejetant au loin des objets à la place des personnes. Nous en venons donc à nous demander s'il a poussé à élaborer psychiquement une expérience impressionnante et à assurer pleinement son emprise sur elle peut bien se manifester de façon primaire et indépendamment du principe de plaisir. Dans l'exemple que nous discutons, l'enfant ne pourrait répéter dans son jeu une impression désagréable que parce qu'un gain de plaisir d'une autre sorte, mais direct, est lié à cette répétition. Une étude plus poussée du jeu des enfants ne ferait pas pour autant cesser notre hésitation entre deux conceptions. On voit bien que les enfants répètent dans le jeu tout ce qui leur a fait dans la vie une grande impression, qu'ils abréagissent ainsi la force de l'impression et se rendent pour ainsi dire maîtres de la situation. Mais d'autre part, il est bien clair que toute leur activité de jeu est influencée par le désir qui domine cette période de leur vie, être grand, pouvoir faire comme les grands. On observe aussi que le caractère déplaisant de l'expérience vécue ne la rend pas toujours inutilisable pour le jeu. Si le docteur examine la gorge de l'enfant ou lui fait subir une petite opération, on peut être certain que cette expérience effrayante sera le contenu du prochain jeu, mais nous ne devons pas pour autant négliger l'existence d'un gain de plaisir provenant d'une autre source. En même temps qu'il passe de la passivité de l'expérience à l'activité du jeu, l'enfant inflige à un camarade de jeu le désagrément qu'il avait lui-même subi et se venge ainsi sur la personne de ce remplaçant. Quoi qu'il en soit, il ressort de cette discussion que l'hypothèse d'une pulsion spéciale d'imitation comme motif du jeu est superflue. Enfin, il faut encore rappeler que chez l'adulte, le jeu et l'imitation artistique qui visent à la différence de ce qui se passe chez l'enfant, la personne du spectateur, n'épargne pas à celui-ci, par exemple, dans la tragédie, les impressions les plus douloureuses et pourtant peuvent le mener à un haut degré de jouissance. Nous avons bien là la preuve que même sous la domination du principe de plaisir, il existe plus d'une voie et d'un moyen pour que ce qui est en soi déplaisant devienne l'objet du souvenir et de l'élaboration psychique. Ces cas et ces situations, qui ont un gain de plaisir comme issue finale, pourraient faire l'objet d'une esthétique d'orientation économique. Mais pour notre dessein, ils ne nous servent à rien, car ils présupposent l'existence et la domination du principe de plaisir, et il ne prouve pas que des tendances soient à l'œuvre au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire des tendances plus originaires que celui-ci et indépendantes de lui. 25 années de travail intensif ont eu ce résultat que les buts prochains auxquels tend la technique psychanalytique sont aujourd'hui tout autres qu'au début. Tout d'abord, le médecin analyste ne pouvait viser rien d'autre qu'à deviner l'inconscient qui est caché au malade, en rassembler les éléments et le communiquer au moment opportun. La psychanalyse était avant tout un art d'interprétation. Comme la tâche thérapeutique n'était pas pour autant liquidée, on fit aussitôt un pas de plus en se proposant d'obliger le malade à confirmer, par ses propres souvenirs, la construction de l'analyste. Par cet effort, l'accent se trouva déplacé sur les résistances du malade. Tout l'art fut alors de découvrir ces résistances le plus tôt possible, de les montrer au malade et de l'inciter à les abandonner en usant de cette influence qu'un homme peut exercer sur un autre. C'est là qu'intervient la suggestion opérant comme transfert. Mais alors, il devient toujours plus clair que le but fixé, rendre conscient l'inconscient, ne pouvait être pleinement atteint même par une telle voie. Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui est en lui refoulé, et peut-être précisément pas de l'essentiel.
de sorte qu'il n'acquiert pas la conviction du bien fondé de la construction qui lui a été communiquée. Il est bien plutôt obligé de répéter le refoulé comme expérience vécue dans le présent au lieu de se le remémorer comme un fragment du passé, ce que préférerait le médecin. Cette reproduction qui survient avec une fidélité qu'on n'aurait pas désirée a toujours pour contenu un fragment de la vie sexuelle infantile, donc du complexe d'Oedipe et de ses ramifications. Elle se joue régulièrement dans le domaine du transfert, c'est-à-dire de la relation au médecin. Quand on a mené le traitement jusqu'à ce point, on peut dire que la névrose antérieure est maintenant remplacée par une nouvelle névrose, la névrose de transfert. Le médecin s'efforce de limiter le plus possible le domaine de cette névrose de transfert, de pousser le plus de contenu possible dans la voie de la remémoration et d'en abandonner le moins possible à la répétition. Le rapport qui s'établit entre remémoration et reproduction est différent en chaque cas. En règle générale, le médecin ne peut épargner à l'analyser cette phase de la cure. Il est forcé de lui laisser revivre un certain fragment de sa vie oubliée. Mais il doit veiller à ce que le malade garde une certaine capacité de surplomber la situation qui lui permette malgré tout de reconnaître dans ce qui apparaît comme réalité le reflet renouvelé d'un passé oublié. Y parvient-on ? On a obtenu la conviction du malade et atteint le résultat thérapeutique qui en dépend. Pour mieux arriver à concevoir cette compulsion de répétition qui se manifeste dans le traitement psychanalytique des névrosés, il faut avant tout se libérer de l'idée erronée selon laquelle on aurait affaire, lorsqu'on combat les résistances, à la résistance de l'inconscient. L'inconscient, c'est-à-dire le refoulé, n'oppose aux efforts de la cure aucune espèce de résistance. En fait, il ne tend même à rien d'autre qu'à vaincre la pression qui pèse sur lui pour se frayer un chemin vers la conscience ou vers la décharge par l'action réelle. La résistance dans la cure provient des mêmes couches et systèmes supérieurs de la vie psychique qui avaient produit le refoulement en son temps. Mais comme l'expérience nous a appris que les motifs des résistances et les résistances mêmes sont d'abord inconscients dans la cure, nous sommes invités à rectifier une impropriété de notre terminologie. Nous échapperons à l'obscurité en opposant non pas le conscient et l'inconscient, mais le moi avec sa cohésion et le refoulé. Il est certain qu'une grande part du moi est elle-même inconsciente, précisément ce que l'on peut nommer le noyau du moi. Le terme de préconscient ne recouvre qu'une petite partie du moi. Maintenant que nous avons remplacé une terminologie purement descriptive par une terminologie systématique ou dynamique, nous pouvons dire que la résistance de l'analysé provient de son moi, et nous saisissons du coup que la compulsion de répétition doit être attribuée au refoulé inconscient. Il est vraisemblable qu'elle ne peut se manifester avant que le travail de la cure ne soit venu à sa rencontre en relâchant le refoulement. Il n'est pas douteux que la résistance du moi conscient et préconscient est au service du principe de plaisir. Elle peut éviter le déplaisir qui provoquerait la libération du refoulé, tandis que nos efforts tendent à obtenir que ce déplaisir soit admis en faisant appel au principe de réalité. Mais la compulsion de répétition, cette manifestation de force du refoulé, quel est donc son rapport au principe de plaisir ? Il est clair que la majeure partie des expériences que la compulsion de répétition fait revivre ne peut qu'apporter du déplaisir au moi, puisque cette compulsion fait se manifester et s'actualiser d'émotions pulsionnelles refoulées. Mais il s'agit d'un déplaisir qui, nous l'avons déjà montré, ne contredit pas le principe de plaisir, déplaisir pour un système et en même temps satisfaction pour l'autre. Mais le fait nouveau et remarquable qu'il nous faut maintenant décrire tient en ceci. La compulsion de répétition ramène aussi des expériences du passé qui ne comportent aucune possibilité de plaisir et qui, même en leur temps, n'ont pu apporter satisfaction, pas même aux motions pulsionnelles ultérieurement refoulées.